aujourd'hui en compagnie de Benoît. Comme un incendie, une tempête, un tsunami, la violence se propage d'elle-même, échappe au contrôle de l'homme qu'elle entoure et torture. Contrôler cette violence, la dévier, la maîtriser, tirer du maléfice. Polarise sur la victime des germes de dissension partout répandus, et il les dissipe en leur proposant un assouvissement partiel. Pour confirmer la vanité du religieux, on fait toujours état des rites les plus excentriques. Le sacrifice pour demander la pluie de beau temps, par exemple. Cela existe, assurément. Il n'y a pas d'objet ou d'entreprise au nom duquel on ne puisse offrir de sacrifice, à partir du moment surtout où... Il est le fondement de la société. Et le religieux est violent. Donc le sacrifice, il prend fond religieux. Et pourtant, René Girard ne réduit pas la religion à cette dimension sacrificielle. Il ne la réduit pas à cette dimension sacrificielle, mais il montre que le sacrifice est absolument central dans le religieux. Nous sommes en 1972. L'anthropologie religieuse, qui fut féconde, mais un peu erratique à la fin du 19e, au début du 20e siècle en France, à l'école française, puis jusqu'au dernier Freud, extrêmement intuitive, s'était fatiguée. Il y a moins de conflits journaliers que deux types d'offrandes. Il y a une offrande végétale, celle de Caïn, et une offrande animale, celle d'Abel. Et c'est le sacrifice d'Abel qui est agréé par Dieu. Pourquoi? C'est parce que précisément... Où est passé ton frère? Où est ton frère? Question éthique, comme la Bible la pose immédiatement dès qu'il est question de sacrifice, posée par Dieu. Grande question. Où est ton frère? Mensonge de Caïn. Et fondation de la première cité. Et à ce moment-là, protection de Dieu. Ce qui est très paradoxal. Pourquoi protéger un criminel? Tout simplement parce que ce qui se dit là, c'est qu'une fois le meurtre est effectué, ce meurtre, en l'occurrence un meurtre fondateur, se construisent les cités et se mettent en place sur la rivalité Jeanne-Meller, qui est aussi présente évidemment dans ce conflit des deux frères.
La question de la couleur et du racisme, ce que vous avez dit sur la nécessité de devoir spécifier la couleur de la peau sur un formulaire, c'est la même chose avec le sexe, par exemple, masculin ou féminin. On doit se définir par un certain sexe, voire une certaine sexualité, et à partir de là, nous est renvoyé dans la société une certaine image de ce que nous devrions être. Au fond, c'est la question de comment exister entre d'un côté une individualité qui n'appartient qu'à moi et de l'autre le regard que la société pose sur moi. Exactement. En fait, ce qui est étonnant quand on réfléchit à la réception que l'on fait de la musique, c'est que en réalité, nous croyons écouter de la musique, mais nous nous écoutons nous-mêmes, nous écoutons nos émotions. Et finalement, Hanslick a un souci de fidélité à la musique. Il dit, nous ne savons pas d'emblée écouter la musique. D'abord, nous sommes comme des enfants qui jouissent de leurs sensations, de leurs émotions, et qui peinent à reconnaître les particularités de cette forme. Les formes ne sont plus dissociables. C'est-à-dire qu'il ne dit pas d'un côté, il y a la forme qui existerait pure, avec le contenu qui serait simplement hors d'elle, mais la musique réalise au fond une sorte de fusion entre les deux, si bien qu'on ne peut plus les distinguer. Il faut réformer l'esthétique, ce qui suppose qu'en tant qu'auditeur, nous nous réformions nous-mêmes. Oui. Alors on voit bien qu'il est à l'écart de l'esthétique kantienne, qui pense plutôt à partir du jugement subjectif, à l'écart de l'esthétique hegelienne, qui est penser le contenu même des œuvres. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment cette idée du formalisme est contextualisée ici par d'autres approches peut-être de l'époque?
une page de musique de chambre. C'est la première fois, excepté un quatuor à cordes composé alors qu'il était encore étudiant. L'ensemble de Helmesberger ne jouera le quintet qu'en 1885. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? C'est simple, Helmesberger avait vu le scherzo avant que Helmesberger soit forcé de constater que l'œuvre étant populaire, il ne pouvait plus vraiment bouder ce qu'il avait lui-même commandé. L'édition du quintet est tout aussi représentative du peu de sens des affaires dont on rien. On peut donc dire, au vrai sens du terme, que Bruckner a offert généreusement à l'histoire ce véritable joyau de la musique de chambre.